série de vidéos que j'ai eu envie de faire, un peu inspirée par diverses sources, j'ai envie de dire, mais aussi un petit peu parce que je suis en train de vivre d'un point de vue personnel. Et cette série de vidéos va s'intituler Apprendre à s'aimer en 10 leçons. Alors, l'année dernière, je m'étais beaucoup consacrée à faire des vidéos en ce qui concernait l'amour hypersensible. Et puis, j'avais parlé notamment d'un aspect que je trouvais très important et qui était finalement un prérequis, qui était tout à fait nécessaire en fait à une vie de couple épanouie, harmonieuse. C'était l'amour de soi, la relation à soi, et je reste convaincue encore plus aujourd'hui et de plus en plus que tout commence par soi. Et ça, c'est des fois un concept qui est compliqué à intégrer pour les hypersensibles, qui sont souvent beaucoup centrés vers l'extérieur. Et puis, j'avais envie un petit peu de parler de tout ça, de certains pièges dans lesquels on risque de tomber et dans lesquels moi je suis beaucoup tombée, je vois beaucoup de mes patients tomber et qui finalement font qu'on perd notre énergie, à finalement s'occuper des affaires des autres, ça nous empêche de prendre soin de nous. D'ailleurs ça c'est une notion ultra importante que j'ai envie de mentionner, c'est que ces 10 leçons au fond, c'est un petit peu l'idée d'apprendre à prendre soin de soi. Et qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi? Parce que moi je me souviens, quand j'ai commencé mon travail thérapeutique, il faut savoir qu'à l'époque, je venais de finalement me séparer d'un homme que j'aimais énormément. Bon, il faut être honnête, c'était aussi pas mal de liens compliqués, de dépendance liés à nos blessures, finalement à titre individuel et les blessures qu'on a créées dans notre couple parce qu'on ne savait pas communiquer, on ne se comprenait pas, on ne se connaissait pas, enfin bref, tout ça a conduit au fait que on était d'abord, je pense sincèrement et tendrement amoureux, puis ça s'est compliqué jusqu'à ce que on en soit venu à couper les ponts. Dans certaines de mes vidéos, je présente aussi un peu tout ce parcours que j'ai suivi depuis et qui fait qu'aujourd'hui, je suis, je pense, une des femmes les plus heureuses du monde en couple. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir trouvé la personne que j'ai toujours cherchée. Et puis, même si, voilà, hein, disons, tout n'est pas tout le temps fluide et harmonieux, en tous les cas, on progresse ensemble, on avance ensemble et on a énormément de respect. Et puis, on est une équipe, on est partenaire et ça, c'est vraiment, je pourrais dire un peu ce que j'ai toujours rêvé de construire. J'ai envie de dire, pas la conclusion parce que c'est que le début de notre histoire d'amour, j'en suis convaincue, mais c'était plutôt un peu une forme d'accomplissement de tout ce travail préalable que j'avais fait dans la relation à moi-même, mais surtout ma compréhension du monde et des relations. Pour ne mentionner que cela, car in fine, également, plus j'avance, plus je réalise que c'était aussi la compréhension de mon fonctionnement de personne hypersensible et de toutes les implications que ça a dans ma vie et dans mon couple. Pourquoi aussi c'est devenu très important, je dirais, ces 2 dernières années, apprendre à m'aimer, apprendre à prendre soin de moi, à apprendre à définir mes besoins, poser mes limites, prendre mes responsabilités, que mes responsabilités, parce que j'ai eu un enfant. Et je dois dire que c'était de nouveau ce que j'avais toujours rêvé. C'était vraiment une aspiration profonde que j'avais, même si j'en avais fait le deuil, parce que je ne pensais pas que j'allais rencontrer la bonne personne, et finalement la vie est remplie de surprises, mais ça m'a obligée en fait un peu à me poser les vraies bonnes questions parce qu'avant ça j'avais beaucoup de temps pour récupérer, donc je pouvais me permettre de perdre plus d'énergie, j'ai envie de dire. Parce que moi vraiment ce que je pense, c'est que quand on s'aime pas assez, quand on ne sait pas identifier ses besoins et qu'on commence à prendre les responsabilités des autres, on se charge beaucoup et puis ça nous fatigue, ça nous épuise. Et c'est vrai que préalablement je me suis rendu compte que je fonctionnais parfois un peu en mode minimal d'énergie, c'est-à-dire tout ce que j'avais je le donnais vers l'extérieur et puis moi il me restait juste assez pour fonctionner, mais comme j'avais beaucoup de temps pour moi, ça posait pas de problème, j'arrivais à me ressourcer et puis finalement j'ai trouvé mon compte. Quand j'ai eu un enfant et que j'ai vraiment eu à cœur d'être disponible pour lui mentalement et d'avoir de l'énergie aussi pour faire des choses avec lui, j'étais obligée de revoir un petit peu ma vie finalement, de comprendre mon fonctionnement de personne hypersensible, de comprendre ce que ça impliquait en termes de besoins, de solitude, de besoins de méditation, mais surtout d'apprendre en fait finalement
à ne prendre que mes responsabilités qui finalement étaient devenues plus importantes parce que j'avais cette responsabilité et j'ai toujours cette responsabilité de prendre soin de mon petit garçon qui grandit maintenant et qui a bientôt 2 ans et demi. Alors, ces 10 leçons, je ne vous les dévoile pas encore aujourd'hui, même si j'ai une petite idée quand même de ce que ça va être, mais j'ai envie de vous faire des surprises et aujourd'hui, je vais parler de la responsabilité. C'est une notion qui m'a été très utile en fait, dernièrement je dois dire. Et c'est ça qui m'a permis au fond de lâcher prise et je pense de grandir et de prendre de la maturité au niveau émotionnel et spirituel. Cette notion de responsabilité, on ne s'en rend pas compte, mais dans notre société, elle est mal comprise, elle est mal intégrée et j'ai envie de dire en particulier chez les hypersensibles et en particulier chez les hypersensibles qui ont fait beaucoup de développement personnel. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le sentiment que parfois, quand on fait beaucoup de développement personnel, c'est vrai qu'on apprend à prendre la responsabilité de ses blessures et tout ça, mais ce qu'on n'apprend pas, c'est à laisser leur responsabilité aux autres. Et c'est un peu comme si on se mettait comme ça une injonction, finalement, d'être tout le temps adéquat, d'être tout le temps bienveillant avec l'autre dans la relation. Et c'est vrai, et je suis convaincue de ça, c'est vers cela qu'il faut tendre, mais il ne faudrait pas que ce soit finalement au mépris de nos propres besoins et de la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes d'abord. C'est-à-dire que finalement on se met énormément de pression et je crois que la dérive de tout ça, c'est finalement de commencer à accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées et de perdre un peu de vue d'autres de nos valeurs qui sont par exemple les valeurs de respect, qui sont des valeurs très importantes et je trouve fondamentales en fait, des valeurs de respect, de bienveillance pour soi, d'amour pour soi, de soin de soi, de respect de ses propres limites. Et justement, en fait, on nous apprend aussi un peu parfois, c'est un peu véhiculé comme ça, je trouve, par diverses religions aussi, divers courants qui ne prétendent pas être des religions mais qui en sont devenus. Voilà, il faut être positif, il faut être dans le non-jugement, et puis il faut être dans la compassion, dans l'empathie, dans le soin de l'autre. Ça, c'est une partie de la société qui part comme ça dans un courant très, je dirais, justement ancré dans cette idée qu'il faut s'aimer tous, être dans le non-jugement, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout est ok, tout est juste. Et puis une autre partie de la société qui s'occupe essentiellement de leurs propres besoins, confort, et c'est comme ça qu'on en vient dans d'autres dérives extrêmement graves, où là, il y a à peu près quelques pourcentages de la population humaine qui finalement vit dans l'opulence, l'abondance, et puis le reste du monde qui meurt de faim, ou quasiment, et puis qui doit vivre dans la précarité. Alors attention, je pense pas non plus honnêtement que l'abondance financière soit forcément la route grande ouverte vers le bonheur. D'ailleurs, il y a un documentaire magnifique dont j'ai souvent déjà parlé dans mes vidéos qui s'appelle Happy, qui démontre exactement le contraire. C'est-à-dire que en fait, l'argent ne fait pas le bonheur, sauf si on en vient à un niveau de précarité, où on vit sous un pont, où on ne peut plus prendre soin de sa santé, etc. Et c'est vrai que nous, on est beaucoup sensibilisés à ce sujet dans notre famille, comme Ricardo est né au Venezuela. Et on est en train d'observer ce qui se passe là-bas et dans d'autres pays du monde où vraiment, voilà, les gens peuvent même plus prendre soin de leurs besoins de base. Il n'y a plus d'antibiotiques dans les hôpitaux, parfois même pas d'eau courante. Enfin, c'est extrêmement grave ce qui se passe là-bas. Les gens meurent malheureusement pour des choses qui chez nous seraient vues comme anodines. Donc voilà, je pense en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on est un hypersensible, on a à cœur de prendre soin des autres, on a un peu cette envie de sauver le monde quelque part. Et puis, c'est magnifique en fait, ces valeurs-là. Je pense que si on partageait tous ces valeurs-là, finalement, le monde s'en porterait que mieux. Le problème, c'est lorsque justement, on est dans le déséquilibre et qu'on commence à faire du déni de soi. C'est un peu, si vous voulez, pousser à l'extrême. Finalement, je prends soin des autres et je me focalise tout le temps sur l'autre et puis jamais sur moi. Je me positionne quelque part dans une position de sauveur et puis j'en deviens au final une victime. Et ça, c'est le terreau de la violence
aussi quelque part. Et ça, c'est pas que moi qui le dis, c'est aussi Marshall Rosenberg, et je trouve magnifique. Moi, j'ai découvert la CNV, je trouvais ça fabuleux, je trouvais extrêmement sage, extrêmement pertinent. Au début, je ne vous cache pas, j'avais quelques réticences parce que j'avais le sentiment justement que c'était de la bienveillance poussée à l'extrême, mais c'était vraiment un manque de connaissance de ma part parce que pas du tout. Justement, Marshall Rosenberg et son concept de communication non violente qui a pris un essor magnifique et je trouve qu'on devrait en parler encore plus. Je trouve que ça devrait être enseigné à l'école, c'est absolument fabuleux, magnifique ces concepts-là. On prend soin d'abord de soi et on apprend la bienveillance pour soi d'abord. Et ça, c'est vraiment un concept magnifique. On apprend à prendre ses responsabilités et puis aussi à laisser la responsabilité qui incombe aux autres. Récemment, j'avais d'ailleurs une séance avec une de mes guides spirituels que j'ai contactée pour un questionnement précis que j'avais. Et elle m'a fait reconnaître aussi cet aspect-là, c'est que si moi, finalement, j'ose pas poser mes limites parce que je veux pas blesser quelqu'un d'autre, c'est finalement ne pas lui faire confiance à cette personne. Cette personne, en l'occurrence, était une personne adulte. Et puis, je veux dire, moi, c'est un peu comme si je me positionnais dans une posture supérieure en partant du principe qu'elle ne pourra pas gérer ou surmonter le fait que moi, par exemple, je pose une limite. Et puis, alors, c'est vrai que j'ai appris, en tout cas dans le domaine professionnel, à poser mes limites, et puis j'y parvenais assez bien, mais dans le domaine privé, je trouve que c'est un peu plus compliqué parfois parce qu'il y a un affect, on a peur de perdre l'autre, on a peur d'être rejeté, et puis on a tendance parfois à partir encore plus dans la suradaptation. Et justement, moi je trouve que cette notion-là est très pertinente, c'est-à-dire si la personne est adulte, elle doit prendre sa responsabilité. Moi je prends la mienne et ça rend les choses beaucoup plus simples. Ça veut dire aussi que, quelque part, je dois me sentir autorisée. Je dois me sentir, quelque part même, euh, quasiment obligée de le faire par sens civique. C'est-à-dire que si je prends conscience que le fait que les gens ne prennent pas leurs responsabilités, notamment de leurs affects, de leurs actes, des conséquences de leurs actes, c'est le terreau de la violence, alors ça veut dire que je dois commencer par moi-même. C'est une question de cohérence. Ça veut dire que ça devient un devoir personnel, civique, spirituel de moi prendre ma responsabilité. Et rapidement, je vais me rendre compte que je peux prendre que la mienne. Parce que chacun doit faire ce chemin. Chacun doit prendre la responsabilité de sa vie. Et vous me direz, oui, mais il y a des gens, par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, ils ne peuvent pas, etc. C'est possible. Mais j'ai aussi découvert une chose, c'est que quelque part, si jamais je me trompe en fait, et puis que plutôt que de l'avoir de la compassion pour cette personne, je commence à la prendre en charge, alors je lui enlève toute possibilité de pouvoir jamais un jour prendre soin et prendre sa vie en charge. Et moi, j'ai envie de croire que c'est tout le temps possible, qu'il y a toujours un espoir. Et que si c'est pas dans cette vie, c'est dans celle d'après, quelles que soient vos croyances. Moi, j'ai suffisamment de preuves qui me permettent de façon vraiment extrêmement convaincue, finalement, la vie ne s'arrête pas après la mort du corps physique. C'est vrai que j'ai découvert sur le tard mes dons de médiumnité, ça a été une immense porte ouverte. Et puis là, j'ai réalisé qu'en fait, c'était un voyage. Ce voyage d'incarnation, en fait, finalement, il est une étape dans quelque chose de plus grand dont l'idée est d'évoluer. Donc si moi je souhaite évoluer, prendre ma responsabilité, c'est important que finalement permette aussi, et peut-être parfois je sois un exemple de responsabilité pour ceux qui m'entourent. Vous me direz, certains ne pourront jamais la prendre, mais c'est pas pour ça qu'il faut la prendre à leur place. Pourquoi? Encore une fois, c'est une question de devoir civique, ça veut dire quelque part vous commencez à cautionner. Et c'est ça aussi que je trouve dommage dans certains courants, on va dire, spirituels qui vont dans l'excès, c'est que tout est censé être juste et puis voilà, on est tout le temps dans le non-jugement, mais le problème avec ça, c'est qu'on fait un déni de notre humanité parce que voilà, tout n'est pas juste en fait. Il y a des choses qui sont profondément injustes et si on ne se soulève pas contre cette injustice, moi ce que je crois c'est que quelque part on est en train de mourir à l'intérieur. Et puis c'est pas moi qui le dis en premier, c'est Martin Luther King qui le disait. On commence à mourir quand on ne défend plus les causes qui sont justes pour nous.
Et il y a une autre citation que j'aime beaucoup qui dit en fait que finalement, c'est vrai, cette vie sur Terre est comme un théâtre et que les places de spectateurs sont réservées à Dieu et à ses anges. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que nous, on n'est pas des spectateurs, on est des acteurs, on a un rôle à jouer. Et ce rôle est important pour notre évolution et d'abord notre évolution. Ce faisant, chaque âme qui s'élève élève le monde, disait Gandhi. On permet à chacun de s'élever, mais c'est pas en portant pour eux à leur place, c'est en leur permettant de prendre conscience de leur propre responsabilité et surtout, s'ils ont une responsabilité, ils ont un pouvoir. Alors après, le risque, c'est de tomber dans la culpabilité. Et ça, c'est un autre écueil dont j'ai envie de parler, mais dans la prochaine vidéo, qui sera donc la leçon numéro 2, renoncer à la culpabilité. Aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de parler de cette responsabilité. Aussi dans la relation à l'autre, et qui plus est dans la relation de couple. D'abord, je prends la responsabilité de mes affects, de ce qui se passe en moi. Et en cela, la communication bienveillante ou non violente, moi je préfère presque la communication bienveillante, est extrêmement pertinente à ce sujet. Et si vous êtes d'accord, j'ai juste envie de présenter les bases. Ça a l'air très simple comme ça, et les choses qui sont vraies sont souvent très simples. Alors par contre, pour mettre en application, c'est souvent un peu plus compliqué. Mais commençons par les bases. Alors justement, l'idée de Marshall Rosenberg, elle est très simple. Elle est de ramener finalement ce qui se passe dans ma vie, ce qui va générer un inconfort, au besoin fondamental, qui est un besoin universel. En fait, derrière chaque comportement de violence se cache un besoin qui est universel. Et si vous voulez, on arrive à remonter comme ça la piste jusqu'à ce besoin, ça permet d'identifier quel est le besoin et de trouver une meilleure stratégie pour en prendre soin. Et puis, OSBD, c'est le grand créneau de la communication non violente. C'est d'une puissance inouïe, même si c'est vrai, c'est pas si simple à mettre en application dans les cas concrets, en particulier quand il y a des affects, quand il y a un passé, quand il y a j'ai envie de dire, des mauvaises compréhensions, quand il y a l'ego qui vient s'en mêler. L'idée, par exemple, c'est de renoncer au jugement pour être plutôt dans l'observation. Mais ce que je trouve extrêmement pertinent chez Marshall Rosenberg, c'est qu'il ne vous dit pas forcément de vous juger vous-même. Il dit justement de laisser parler ce qu'il appelle le chacal, c'est-à-dire d'observer en fait, peut-être même de noter, de le dire à une autre personne, tout ce qui se passe par la tête et qui est de l'ordre du jugement, et de le laisser finalement s'exprimer jusqu'à ce qu'on puisse en tirer l'essence même qui est le besoin. Et ça permet aussi de ne pas avoir à ravaler toute sa colère et de ne pas avoir besoin de se mettre une injonction d'être tout le temps gentil, tout le temps bienveillant, parce que ça pour moi c'est une forme d'ego spirituel et c'est pire que tout. C'est-à-dire, il y a une petite voix ici qui vous dit non mais tu peux pas dire ça, tu te rends compte, t'es pas bien, t'es mauvais de penser ça, alors que finalement tout ça fait partie du chemin. Et puis j'ai envie de dire, c'est mieux de le voir, d'en prendre conscience et de le faire, j'ai envie de dire, en privé ou dans un cadre sécurisé pour éviter justement que ça sorte dans la relation et que ça soit ensuite justement ce que vous allez utiliser pour régler vos comptes, j'ai envie de dire. On fait d'abord ce travail pour soi, de laisser tout ça émerger. Et dans le cours de communication non violente que j'avais fait, il y avait deux professeurs, enfin deux personnes qui animaient le stage, et un des deux, c'était un médecin, j'aimais beaucoup, il était très drôle, très humble, et puis lui il disait Anita, laisse pisser le chacal. Alors, c'est peut-être un peu vulgaire comme expression, mais voilà, il essaie de me dire laisse un peu tout ça sortir parce que c'est mieux dehors que dedans, et là tu es dans un cadre sécurisé où c'est possible. Alors là, évidemment, attention, il y a une petite voix qui va venir, puis qui va vous dire oui, mais tout ça, c'est de l'énergie, et tout ça, du coup, tu vas créer du mauvais. Et ça aussi, je pense que c'est une dérive terrible de ces courants spirituels, c'est de penser que je peux tout contrôler avec mes pensées, avec ma parole, et qu'il faut que je fasse que des affirmations positives, parce que sinon, j'attire à moi le mal et tout ça. Ça aussi, moi, c'est pas que c'est faux fondamentalement, si vous voulez, mais quelque part, tout ce qui reste dans l'ombre agit en sous-marin et c'est encore pire.
Et je pense que de le faire dans un cadre sécurisé, ça évite de le faire ensuite de façon inconsciente et violente dans les relations. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu vraiment observer, que ce soit chez moi ou dans ma patientèle, c'est que c'est clair que ce qui n'est pas réglé, ça s'en va pas. C'est pas parce que j'ai une petite voix là qui me donne une injonction d'être spirituellement éveillée, de rien dire de méchant, que ça s'en va. Pas du tout. On fait juste un immense déni, on met bien tout ça sous le tapis et ça ressort souvent avec des gens en plus qui n'ont rien à voir avec tout ça et puis qui se prennent en pleine figure tout ce que moi j'ai refoulé. Donc l'idée là, c'est pas, si vous voulez, justement de laisser cette violence agir dans la relation, mais c'est de la voir, de la regarder, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière en fait pour en tirer l'essence de l'amour. Parce que justement derrière ce chacal qui pisse, comme disait ce médecin, il y a le besoin qui est caché. Souvent, ce besoin est universel, extrêmement beau. Il y a à prendre en considération, à entendre, à nourrir. Et puis, quand j'ai envie d'aller plus loin, je peux même commencer à me demander quel est le besoin de l'autre, sans tomber justement dans la lecture de pensée, où ensuite je vais prendre sa responsabilité à sa place. Mais ça permet parfois de mieux comprendre ce qui s'est passé et d'avoir une meilleure communication avec de la compassion. Mais attention, c'est clair, c'est vite fait ensuite d'en prendre la responsabilité. Donc, commençons par nous déjà. Donc, on laisse tous ces jugements émerger, ouais, mais tu te rends compte ce qu'il m'a dit et tout, comment moi je me suis sentie agressée, franchement on parle pas comme ça aux gens, c'est du manque de respect, etc., tout ce machin, gna gna gna. Et puis, s'il faut, prenez note, essayez de comprendre qu'en fait justement, derrière toute cette colère, les limites n'ont pas été respectées par exemple. Derrière toute cette tristesse, il y avait en fait un besoin d'entrer en lien, un besoin d'être compris par exemple, qui n'a pas été entendu. Et ensuite, je commence, une fois que tout ça s'est fait, c'est un peu comme si, voilà, mon mental avait été purifié, ça a pu sortir de là, se poser sur un papier. Souvent, moi, mes patients me disent, j'ai l'impression que j'ai pu tout déposer. Ils voyaient une table avec un sac et ils ont pu tout mettre dans ce sac parce que c'est sorti d'eux-mêmes. C'est vrai que l'idée, c'est pas d'être vulgaire, c'est pas d'être violent, d'être méchant dans ses paroles, mais c'est pas non plus de se censurer et puis de faire un déni de soi. Et ça, c'est vrai que l'équilibre n'est pas facile à trouver. L'idée, c'est de vraiment prendre conscience de ce qui est en train de se jouer. Pourquoi ? Si je ne laisse pas tout ça s'exprimer, encore une fois, ça reste à l'intérieur. Et puis ensuite, je vais me retrouver dans une injonction d'adaptation. Et ça, je crois que le pire avec ça, avec cette injonction d'adaptation, c'est qu'on y perd l'authenticité. Et je crois que c'est possible de rester authentique, de rester dans le respect de soi, en essayant au mieux de préserver sa communication. Mais parfois, il est aussi temps de dire stop, de dire non, de dire ça s'arrête. Voilà, ça c'est, à mon avis, un des grands pièges, c'est que on a l'impression qu'ensuite, si on a dit stop, on est méchant. Et souvent, je fais répéter aux gens exactement ce qu'ils ont dit, parce qu'ils m'ont dit, oui, voilà, moi j'ai été vraiment dure, après je lui ai dit ça et ça et ça. Et en fait, dans ce qu'ils ont dit, il n'y avait rien de méchant, il y avait leur vérité. Et c'est ça, après, l'excès de bienveillance, c'est que au fond, je commence à manquer de bienveillance pour moi, et c'est un piège dans lequel je crois qu'on ne doit pas tomber. Laissant la responsabilité à chacun, chacun doit assumer ses actes. Si la personne en face de moi m'a manqué de respect, ben, je peux lui dire d'une manière qui soit mature, émotionnellement mature, mais je ne vais pas forcément la protéger, parce que c'est l'acte qu'elle a commis, c'est ça que ça m'a fait à moi, et j'en prends la responsabilité. Et ensuite, je lui laisse sa responsabilité pour gérer ce que je viens de dire. Et si il y a quelque chose avec laquelle cette personne n'est pas d'accord, si elle trouve injuste, ou si elle a envie de besoin de dire elle sa vérité, je lui laisse la même opportunité, pour autant que je puisse rester évidemment dans quelque chose qui soit sain et constructif. Si ça part dans le reproche, la manipulation, si ça part dans la culpabilisation, il est temps de dire stop. On arrête de communiquer, c'est pas utile de communiquer quand on est dans un mode comme ça, qui est le triangle de Karpman de la manipulation, parce que chacun va ensuite forcément essayer de défendre son bout de gras, et là je suis plus du tout dans la communication non violente. Donc l'idée c'est de laisser tous ces jugements en dehors de la relation, et ça c'est hyper important par exemple pour le couple, parce qu'on est très vite tenté dans le couple de vouloir tout de suite parler d'une espèce de sentiment d'urgence et puis quand on est dans le coup de l'émotion, et ça crée pas mal de problèmes, de prendre un temps pour soi, de juste respirer, de se poser et de voilà, laisser un peu tout ça sortir, ce qui a besoin de sortir,
ce qui est dans la tête en fait, hein, beaucoup dans le jugement. Et quand on fait ça, ça peut revenir tranquillement dans le corps. On peut se reconnecter au corps, essayer de mieux comprendre ce qui est en train de se passer pour moi et d'observer les faits plutôt que de porter un jugement. Là, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de détecter les sentiments, les émotions qui sont en lien. Et ça c'est ultra important dans notre société, on n'apprend plus à faire ça. Et les gens décrivent un peu ce qu'ils ressentent dans le corps, mais ne savent plus vraiment ce qu'il en est au niveau de l'émotion. Et ça, c'est un travail cognitif qu'il est important de faire, de vraiment détecter. Okay, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du dégoût? Est-ce que c'est de l'effet de surprise? Et de ne pas confondre ça avec, voilà, j'ai l'impression qu'il m'a manqué de respect. Non, non, mais c'est pas ça que vous ressentez. Ça, c'est ce que vous en pensez. Au fond, ce que vous ressentez, c'est que vous êtes en colère, par exemple, hein, parce que le manque de respect génère de la colère. Derrière cette observation de ce qui s'est passé, les sentiments, il y a le besoin. Et le besoin est universel, est indiscutable. Et là, je vous mets à l'écran un peu une liste des besoins. Il y en a beaucoup, évidemment, mais c'est très très intéressant justement aussi de comprendre la complexité de l'être humain, de tous les besoins qu'il a, et d'arriver à les identifier pour soi. Dans une prochaine vidéo, dans ces 10 leçons pour apprendre à s'aimer, je parlerai aussi un peu de comment les faire respecter, mais de les identifier, c'est vraiment la première étape. Et ensuite, j'apprends à faire des demandes. Et ça, c'est magique, les demandes. Les demandes, ce n'est pas des exigences. Les demandes, ça suscite de la négociation. Et ça veut dire, typiquement dans le couple, c'est magnifique parce que comme ça, on apprend aussi le compromis et pas la compromission. Mais je préfère le mot négociation parce que chacun prend la responsabilité de son besoin, fait une proposition qui permet en fait ensuite aux deux partenaires d'avoir leurs besoins qui sont comblés. Ça veut dire aussi que on aime et on respecte son partenaire pour avoir envie que ses besoins soient comblés, mais qu'on prend soi aussi la responsabilité de son propre besoin et de ne pas laisser finalement notre besoin s'envoler finalement pour, j'ai envie de dire, mettre l'emphase sur le besoin de l'autre. Parce que ça, c'est très vite fait. Quand on est hypersensible, on n'aime pas décevoir, etc. On n'aime pas poser ses limites, on est inconfortable avec le conflit. Donc, c'est presque automatique, c'est plus facile presque de faire du déni de soi. Et comme ça, on préserve l'harmonie. Sauf que ça, justement, quand c'est déséquilibré, ça fatigue, ça épuise ou alors ça rend irritable. Ça crée énormément de stress. Le déni de soi crée beaucoup, beaucoup de stress. Parce que c'est énormément d'énergie que de contenir tout ça. Et puis, finalement, il y a un moment donné où le besoin d'harmonie est en déséquilibre avec le respect de soi. Et voilà, ce que j'avais envie de dire vraiment dans cette première vidéo, c'est que c'est pas simple, c'est un art en fait. Apprendre à s'aimer, c'est un art. C'est un art aussi de comprendre ces différentes valeurs et d'arriver à les faire toutes coïncider pour être aligné. Et cet alignement-là protège votre santé énergétique, votre santé spirituelle. C'est tout un art, c'est tout un travail, mais je trouve que c'est le plus beau. Alors je vous invite vraiment à commenter cette vidéo, à me dire voilà, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, ce sera avec grand plaisir que je ferai peut-être des ajouts pour préciser certains points. Je ne peux que vous inviter aussi à lire les livres de Marshall Rosenberg, entre autres, il y en a d'autres, mais le premier, qui est vraiment la Bible à ce sujet, c'est Les mots sont des fenêtres ou des murs. Marshall Rosenberg, inventeur, ou en tout cas réceptionneur de la communication non violente. Voilà, avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire un commentaire, de mettre un like. Ça permet aussi à ces vidéos d'être plus visibles sur YouTube. Et puis voilà, si ce message vous a touché, ça permettrait à d'autres personnes de le voir. Je vous aime, je vous envoie mes meilleures pensées et mes meilleures énergies. À très bientôt.